Cette semaine, dans le balado, on retrouve notre famille, on se fait quelque peu arnaquer et on tombe en amour de manière un peu inattendue. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut, c'est la saison des barbecues qui arrive et les barbecues en famille, comme chaque fin de Rapide et Dangereux depuis quelques volets. C'est comme le banquet d'Astérix un peu finalement. C'est comme la scène qu'on retrouve oui, dans mais chaque tu sais, film. finalement, sur là, on est rendu au 10e film. Je pense qu'il a juste comme 3 films. Ah. Mais Comme c'est marquant. iconique, Ouais, là, c'est ça. Donc, une table qui s'agrandit évidemment à chaque fois parce qu'il y a toujours de nouveaux personnages qui se rajoutent ou presque. Ouais, puis si quelqu'un meurt, quelqu'un se rajoute. Puis si quelqu'un meurt, il y a des chances qu'ils reviennent dans 2 volets plus tard. Donc, cette semaine, c'est la sortie de Fast 10, Rapide et Dangereux 10. Tu vas nous faire un petit recap de la saga pour nos auditeurs qui connaissent peut-être un peu moins cette série ou pour nous rafraîchir la mémoire un peu. Je t'avouerais que c'est ça, pour se rafraîchir la mémoire ou juste pour jouer le jeu, là, parce que je pense pas que quelqu'un qui a vu juste le 1 à la TV il y a 20 ans se dit « Ah, on va aller voir le 10e, ça a l'air pas pire. » Comme, ça serait étonnant. T'es in ou t'es out. Là. Y a pas, c'est pire que les Marvel, je pense. Il n'y a pas vraiment de porte d'entrée à m'amener tant que ça. Là. Effectivement. Donc, avant de revenir sur les sorties de la semaine, petit tour d'horizon des actus. Une semaine assez tranquille, somme toute. Moi, j'avais, je pense, 2 trucs. Alors, je m'y lance. Je pense que tu avais rien. Donc, du côté québécois, Maxime Giroux a annoncé son prochain film. Il nous avait donné le très bon Norbourg l'an dernier, me semble. C'était-tu 2021, je pense. 21 déjà, mon Dieu, que le temps file. Il va tourner en anglais. Donc, premier film long-métrage anglophone qui s'intitule In Cold Light, qui met en vedette Maika Monroe, qu'on avait pu voir dans It Follows il y a déjà plusieurs années. Et Troy Kotsur, quand même, qui avait gagné un Oscar acteur de soutien pour Coda, donc le comédien sourd-muet. Oui, tout à fait. Une espèce de thriller, j'ai pas noté la prémisse, mais... c'est un film américain ou non, c'est une coproduction canadienne et belge. Okay. Donc, mais tourné en anglais. OK. Ouais, pourquoi pas. Bon, sinon, nouvelle très surprenante qui m'a fait presque avaler mon café de travers, même si je prends pas de café. Si t'en avais eu un, si j'en avais eu, c'est sûr que je l'aurais craché. Écoute, on prépare une énième remake, reprise de la célèbre série de la Panthère Rose. OK, on essaie encore. On essaie de repartir ça. On sait que Steve Martin avait joué Inspecteur Clouseau. Ça, c'est les dernières moutures. Ouais, au tournant des années fin 2000, début 2010, peut-être. Ça avait-tu été payant? Le premier avait quand même bien fonctionné, le deuxième moins. J'avais pas détesté, mais on était loin des subtilités du Clouseau de Peter Sellers, des classiques. Je connais le thème. Puis j'ai jamais écouté ça. Il y avait des dessins animés quand j'étais jeune. C'était-tu Hanna-Barbera qui faisait ça? Non. Je pense que oui, honnêtement. Okay. Je pense qu'il faisait pas mal tout. Puis je me souviens de la Panthère Rose qui est sur genre la laine minérale à cette heure comme en logo. Là. C'était devenu vraiment, oui, en fait, la Panthère Rose qu'on voit dans les génériques de films, en fait. Là, donc, ce personnage-là animé était devenu vraiment iconique et effectivement, on avait fait une petite 2-3 saisons là, peut-être de dessins animés où elle était en vedette. Et donc, pour incarner Inspecteur Clouseau, on solliciterait Eddie Murphy. Oh, ouais. Fait que là, on va vraiment ailleurs. Puis pas tant parce qu'il est noir afro-américain, c'est pas ce qui me dérange, mais dans son style d'humour, il est quand même très loin de Peter Sellers et à la limite Steve Martin. Je trouve qu'il était plus dans cette lignée-là. J'ai hâte de voir. Mais en même temps, l'approche semble assez différente ou de ce qui semble être filtré, c'est que il y aurait un mélange d'animation et de personnages réels. Okay. Et c'est justement la Panthère Rose animée viendrait dans notre monde. Puis là, Clouseau serait impliqué ou travaillerait avec elle pour démasquer un complot. Là. Fait que, genre de Roger Rabbit. Genre de Roger Rabbit. En 3D. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. C'est chez Disney, ça? Ou non, c'est Amazon qui ont des droits maintenant parce que les Panthères Roses font partie des droits de MGM, effectivement. Okay. Mais ça serait destiné pour le cinéma, là, donc même plateforme. Donc quand même, choix très surprenant. J'ai hâte de voir. En même temps, vu qu'on est ailleurs comme prémisse, peut-être que le choix de Murphy semble être plus intéressant, là, mais
On est où dans le moulin à rumeurs de les chances que tout ça se concrétise? Assez avancé quand même. Okay. Je pense que si on est bruté que Murphy là, est prêt à signer. Donc, ça devrait aller en production, j'imagine, au courant de l'année. Eh boy. Donc, à suivre. Mais sérieusement, je t'invite à aller voir les Panthères, surtout les 2 premiers, qui sont vraiment... Avec Sellers? Okay. En fait, il en a fait 5, Peter Sellers. Okay. Le 6e est comme il est à moitié dedans parce qu'il est décédé pendant le tournage. Donc, on a dû remanier un petit peu le montage et le scénario et tout ça. Les 2 premiers sont vraiment des... Pas des parodies, mais des farces un peu à la française, là, mais sur le monde, quand même des intrigues assez sérieuses de vol, mais lui, évidemment, il est maladroit, donc il arrive toutes sortes d'affaires. Et le deuxième, A Shot in the Dark, qui est le seul qui n'a pas le titre de Panthère Rose, et vraiment une adaptation d'une pièce de théâtre un peu à la manière d'Agatha Christie de Clou. Là. Fait que c'est un whodunit. Okay. Puis là, il enquête dans un manoir, tout ça, avec les personnages. Lui est un Français. Mais c'est un Américain, dans le fond. C'est un Britannique anglais, Peter Sellers, oui. Effectivement. Mais là, dans les années 70, lorsqu'il avait repris son rôle, on est plus dans la grosse comédie burlesque. Fait qu'ils sont quand même drôles, mais vraiment, les 2 premiers, c'est des petits bijoux de films, honnêtement, de comédie. Et attention. Ouais, donc, fait que voilà, pour les nouvelles. Bonne annonce assez costaud cette semaine comme sortie. Ouais, ces temps-ci, oui, on a une bonne rasade. Je sais pas. Ra's al Ghul. Une bonne quantité. Mission Impossible, entre autres, qui prend l'affiche. Mais en fait, on annonçait le 14 juillet. Là, on a confirmé que c'est le 12 juillet, fait en plein milieu de la semaine, le mercredi. Fait que nouvelle bande-annonce qu'on comprend encore plus d'enjeux et que tout, c'est un peu le thème de cette semaine. Toute la famille d'Ethan Hunt, tous ses bons amis, les Simon Pegg et les autres vont tous être en danger dans cette mission qui va être aussi en 2 volets. Ouais. Et on semble comprendre en tout cas que le passé d'Ethan Hunt va le rattraper parce que c'est quand même un personnage assez mystérieux qu'on a jamais vraiment exploré son passé hors de l'agence. Ouais, c'est ça. Donc, là, depuis une couple de films, c'était comme son mariage puis Michelle Monaghan qu'il fallait qu'il protège au travers de ça. Mais là, ça se faisait avant. C'est ça. Donc, ça semble être sa jeunesse. Il semble avoir un enjeu à ce niveau-là, mais visuellement, ça a l'air encore très, très impeccable. Surtout la poursuite en plus en voiture. Puis, en Italie, je pense que ça a été tourné. Ou France, je suis certain. Je pense que oui, en petite voiture jaune et tout. Puis, on voit un peu plus d'images aussi de Pomme Clémentieff, qui est dans Les Gardiens de la Galaxie, qui fait Mantis, qui va faire une sbire, là, une femme de main du méchant. Donc, assez méconnaissable d'ailleurs. Oui, tout à fait. Puis là, on a appris cette semaine. En fait, c'est toi qui m'as parlé au début qu'elle était française. C'est ça, une française d'un père coréen. Fait que c'est pour ça qu'elle a un faciès assez unique, genre, qui est vraiment captivant, tu sais. Puis, en lisant, elle est née dans la ville de Québec. Quand même. T'as-tu recherché un peu plus? J'ai pas réussi à avoir plus d'informations. On dit probablement qu'elle a été là 15 minutes. Probablement, là, ou quelques mois, limite. Mais j'ai vu qu'elle s'est promenée quand même beaucoup là, à travers le monde. Donc, ouais, c'est ça. Son père était un Coréen, mais qui travaillait pour l'ambassade française. Fait que, donc, il devait être en représentation internationale partout dans le monde et tout. Là. Fait que tout qu'elle est multilingue... Mais quand même, c'est assez rigolo comme situation. C'est comme Dan Aykroyd qui est né à Hull. Là, ah ouais, ok, je savais même pas. Puis écoute, je l'ai su vraiment quand j'étais adulte. Fait que même jeune, je savais même pas. Moi, je suis né là, j'ai grandi là. Fait que c'est quand même drôle qu'on le mentionne même pas chez nous. Là. Il a dû être tellement peu longtemps là que ça vaut pas une statue. Probablement. Là, mais puis je pense que Tom Cruise qui est resté une année à Ottawa, genre aussi. Là, fait que c'est quand même rigolo. Donc... il y a ça, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, The Killers of the Flower Moon. Enfin, oui, les premières images de ce Scorsese version longue de près de 4 heures, je sais plus trop, 3 heures et demie. Ouais, là, j'imagine qu'ils vont le réduire à quelque chose de commercialisable un peu, là, genre 3 heures, mettons. Là. Mais honnêtement, ça a l'air vraiment excellent. Je trouve qu'on retrouve... Scorsese et la mafia en quelque part, mais là, dans un contexte début du siècle, magouille de pétrole, de territoire, Première Nation et tout ça. Donc, j'ai vraiment... moi, j'ai vraiment... Y a-tu un fond d'histoire vrai? Oui, tout à fait. Okay. Oui, c'est vraiment inspiré. Je pense que c'est un pétrolier, un magnat du pétrole qui...
prendre les terres avait vraiment tué des gens des Premières Nations, là, quelque chose comme ça. Là. Fait que, Ça va être Jojo. Ouais, tout à fait. Puis, action science-fiction, The Creator, film que j'avais pas vu venir du tout, de Gareth Edwards, lui qui a fait justement aussi dans ce genre-là, Monsters, le gros Godzilla qu'il avait refait en 2014, je pense. Puis Rogue One, qui est souvent noté comme un des petits bijoux oubliés de la saga Star Wars. Moi, je pense que c'est le meilleur de la refonte Disney, de la reprise Disney. Avec Gareth Edwards, ces deux films-là, Godzilla et Rogue One, sont parmi, je pense, les films les plus visuellement spectaculaires que j'ai vus dans les 10 dernières années. Il sait comment mettre en scène l'action, mais c'est surtout ses prises de vue. Il y a vraiment des séquences hallucinantes de Godzilla, je ne sais pas si tu t'en rappelles, lorsqu'il descend en parachute dans la ville. Oui. C'était un niveau de tension incroyable. Dans Rogue One aussi, lorsqu'ils sont sur la plage avec les attaques, tout ça. Donc, il sait comment filmer, on dirait, cette espèce d'effet de grandeur, de menace. Je sais que ces deux films ont eu des problèmes au niveau du montage, ont été retravaillés. Mais The Creator, donc, s'annonce un peu... on reprend un peu la thématique de Terminator. Là. On comprend que l'intelligence artificielle a pris le contrôle d'un programme militaire ou en tout cas de l'armement américain, a lancé une bombe nucléaire sur Los Angeles. Donc, c'est un monde post-apocalyptique, combat entre les humains et les robots. Ouais, donc, un genre de Screamers, là, que les robots sont humains, c'est ça. Donc... mais ça a l'air vraiment intéressant. John David Washington, aussi. Qui veut protéger une fillette robot un peu. Oui, c'est ce qu'on comprend. Il va se retrouver dans une espèce d'ultimatum à devoir... les humains lui demandent de la sauver, non, de la tuer, puis lui, il veut la sauver. Et probablement qu'une genre de race d'androïdes, je sais pas si on peut dire ainsi, qui veut peut-être coexister en paix. En tout cas, on ne sait pas trop, évidemment. Mais j'ai vraiment hâte. J'espère que ça va être bon. Honnêtement, c'est rare qu'on a des bons films de science-fiction. Surtout quand ça vient pas de franchise, de choses existantes. Donc, voir une histoire originale, je trouve ça encore plus intéressant et visuellement, ça a l'air vraiment hot, honnêtement. J'ai pas noté. Je pense pas que c'est Edwards qui l'a écrit, par exemple. Moi non plus, je l'ai pas noté. Donc, 29 septembre pour The Creator, qui pourrait être une des surprises de l'automne. C'est Fox, hein? Oui, c'est Fox. Ouais, tout à fait. Sous distribution par Disney, évidemment. Surprise, à voir. Oui, tout à fait. Et sinon, pour les amateurs de films d'horreur, petit teaser de Five Nights at Freddy's, qui peut être sympathique, honnêtement, juste pour l'environnement. La prémisse aussi, pour ceux qui sont amateurs du jeu de vidéo, ça se passe dans un espèce de restaurant avec des animaux, animatroniques, tout ça, là, qui fait très Disney, mais que ces robots-là prennent vie et tuent des gens. Donc, j'ai hâte de voir. Ça pourrait être un film d'horreur un peu plus original qu'on a eu par le passé. Là. C'est ça, mais qui va sûrement avoir un petit côté comique. Probablement, j'ai hâte de voir. Je sais pas s'il va être seul parce que tu sais, comme il est le concierge, c'est vraiment un teaser, ça dure comme 45 secondes, mais tu sais, comme il y a une mysticité derrière le jeu vidéo et tout, tu sais, je pense que le concierge, il faut qu'il passe la nuit là ou quelque chose de même. Ça, pour sûrement trouver le moyen de faire une gang de jeunes qui s'immiscent dans le restaurant ou je sais pas quoi. Puis là, il va y avoir 3-4 protagonistes là, à suivre plutôt que juste un gars, mais ça se pourrait. Là, voilà, fait que ça, c'est genre 27 octobre, une affaire de même. Là. Effectivement, le 27 octobre. Pour vraiment le week-end d'Halloween, d'une certaine façon. Tout à fait. Donc, voilà pour les bandes annonces. Attaquons tout de suite le gros morceau. Allons-y avec la grosse sortie de la semaine, Fast 10 de Louis Leterrier. Je pense qu'on le prononce Fast X. Fast X. Mais ils changent les noms tout le temps. Là, vous les avez vus évoluer, même si vous n'avez pas vu les films, là, que c'est des jeux de mots entre Fast et Furious tout au long de la saga. Écoute, c'est le 10e film officiel de cette suite-là. Il y a eu un spin-off, Hobbs et Shaw. Il y a eu des courts... Je les ai pas vus, mais j'ai découvert qu'il y a eu des courts-métrages, des fois, pour présenter les transitions entre les films. Okay. Il y a une série télévisée animée qui... j'ai oublié de noter comment ça s'appelle, genre Fast and Furious Kids, là, une affaire de même. Okay. C'est comme, je pense pas que c'est leur personnage, je pense que c'est d'autres personnages, c'est des aventures de voitures, mais des jeunes de plus de 20 ans, je sais pas quoi. Qui est assez récent ou qui date de... je dirais depuis 5-6 ans. Là, ah ouais, OK. Donc, c'est toujours en cours ou en tout cas... Là, j'ignore. J'ai oublié de... Okay. J'en parle là, puis je me suis rappelé que je voulais chercher un petit peu plus, puis j'ai oublié. Mais c'est gros, là, Rapide et dangereux. Je sais pas s'il y a comme des
Il y a sûrement des jouets, je sais qu'il y a des collectibles, là, des trucs de collection. Mais il y a des répliques de voitures, die-cast pour les amateurs. Jouets, pas de mémoire. Je pense pas qu'il y ait vraiment de figurines. Sont-ils allés jusqu'à faire comme des édredons, puis des couvre-lits, puis des sacs à dos? Puis je sais pas si on rejoint autant un public jeunesse. Là, pas sûr. Mais moi, je dois avouer que j'ai fait le manège à Universal Studios. Il y a un nouveau manège qui est... c'est des autotamponneuses? Non. En fait, c'est un manège assez sophistiqué qui était vraiment le fun. Donc, tu participes à une course sur une des autoroutes, en fait, là, de mémoire. Puis tu te fais attaquer de tous bords. Puis, dans le fond, tu es dans le véhicule. Quand tu visites les studios d'Universal, tu es comme dans un petit autobus, là, un petit tram. Fait que dans le fond, le tram, l'autobus, le véhicule est stabilisé, mais c'est des projections sur écran. 360 degrés qui t'entourent, puis évidemment tu bouges, puis tu vas avoir donc si tu fais tirer dessus, puis des effets d'accélération se font avec les écrans, tout ça. Donc c'est quand même très bien fait, honnêtement. Fait que ça dure peut-être 4-5 minutes. Là. Tu vois-tu les personnages de Dominic Toretto? Oui, c'est Vin Diesel qui t'accueille avec je me rappelle plus si c'était avec Gina Rodriguez. Mais en tout cas, il me semble qu'ils sont deux. Michel Rodriguez. Michel Rodriguez, oui, Gina. Michel Rodriguez, donc... Mais ça a été fait après la mort de Paul Walker. Oui, il venait d'ouvrir. Je pense que ça faisait quelques mois là, quand j'ai eu la chance de le faire. Fait que oui, donc pour ceux qui vont en Californie à Universal Studios, probablement qu'ils l'ont en Floride aussi. Donc, allez voir ça vaut la peine comme manège, petit aparté. Donc, que nous raconte ce nouveau volet? Ben, tu veux-tu que je recap oui, on peut y aller. J'ai essayé de faire ça rapidement, mais écoutez, les 9 premiers films, c'est 18h30. De films. Que je vais essayer de résumer ça en genre 5 à 10 minutes. Okay? On vous met au défi de le faire une journée. Si quelqu'un réussit. Ouais, c'est ça. J'avoue que ce serait un bon marathon. Comme si je les ai presque toutes réécoutées dans les 2-3 dernières semaines. Puis je les ai même pas tous écoutés. Je n'écoutais peut-être 2 par semaine. Là. C'est quand même pas mal. Là. Je dois avouer que je les écoutais souvent en 2 soirs. Là, à coup de 1h, 1h10. OK, j'ai même pas noté l'année. Ça commence, je pense, en 2001, je pense. Ouais, je pense à peu près. Si je me fie, j'étais au secondaire. The Fast and the Furious, Rapide et Dangereux, réalisé par Rob Cohen, qui on n'a pas vraiment revu d'après. Je pense qu'il y a même eu des allégations d'inconduite sexuelle récemment contre lui. Mais il avait réalisé Triple X l'année suivante. Fait qu'il va avoir une petite amitié avec Vin Diesel. Il y a 3 scénaristes, dont Gary Scott Thompson, qui lui va être référé tout au long comme les personnages originaux créés par Gary Scott Thompson. Fait que ça nous présente Dominic Toretto, joué par Vin Diesel, Brian O'Connor par Paul Walker, Letty, donc Laetitia Ortiz, Michelle Rodriguez, Mia Toretto, la sœur donc de Dom, jouée par Jordana Brewster. Fait que ça, c'est comme les 4 principaux qu'on va voir pas mal tout au long. On est en Californie. Dom est un ex-prisonnier. Brian, lui, c'est un policier qui infiltre cette gang-là, pensant que c'est eux qui font des vols de camions. Si je me souviens bien, c'est des DVD ou des télélecteurs DVD. Là, ouais. 2001, c'est comme... C'est pas des objets qui valent 2000$, mais si t'en voles 500 puis qui valent tous 250$ chaque, ben, tu fais de l'argent comme ça en revendant ça. Fait que c'était des micmacs avec des petites Civic noirs ou je sais pas quoi. Sauf que finalement, pendant son infiltration, Brian, ben, il va trouver qu'ils ont un bon sens de la famille puis c'est des bons mecs dans le fond. Il va tomber en amour avec Mia, la sœur. Mais là, dans un braquage, si ça va mal aller, il va être obligé de faire appel à un hélicoptère pour sauver Dom. Ça va révéler son identité. Tout le monde est fâché, mais finalement... Ils s'en vont en genre pas amis, pas ennemis. Là. Fait que je pense que Dom est en fuite. Il se sauve avec le char de Brian. Brian perd l'amour, perd sa job. Il a tout perdu finalement. Et dit comme ça ressemble beaucoup à un autre film 10 ans plus tôt, Point Break, avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. On reprenait beaucoup... C'est le même beat-là, tu te souviens-tu de ça? Ben, le pire, c'est que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Je me souviens juste pas de la finale. Mais oui, il infiltre, il les trouve cool finalement. Ils font des gangs de cool, mais qui font des vols. Mais tu sais, c'est. Il tombe en amour avec. C'était peut-être pas la sœur du personnage de Swayze, mais en tout cas, il était dans la gang. Son ex, en tout ouais. cas, c'est ça. Je sais qu'il rôde auprès d'eux. La fin me semble qu'il.
Il me semble qu'il lui laisse comme le choix de mourir ou quelque chose comme ça. Puis finalement, il lève son arme contre les policiers puis il se fait abattre ou quelque chose de même, je pense. Mais en tout cas, c'était beaucoup inspiré de ça, je pense. Petit aparté, mais oui. Mais t'as raison. En fait, ça doit être ça la sauce que chez Universal on a voulu faire. Là, on revient, je sais pas, j'ai vraiment pas noté les années. 2003, me semble. Okay. Là, on est dans Too Fast, Too Furious, Rapide et Dangereux 2, réalisé par John Singleton, lui qui avait fait Boys in the Hood et Shaft et autres. Il n'y a pas Dominic Toretto, pas de Vin Diesel. On suit Brian O'Connor qui est en fuite en Floride parce que là, il était recherché pour s'être sauvé et avoir trahi la police. Il se fait pogner aux douanes par le FBI qui vont lui confier la mission d'arrêter un baron de la drogue en échange de son pardon. Tout est un peu ridicule dans ces prémices-là, mais ils travaillent beaucoup pour leur pardon souvent. Et les autres personnages qu'on va voir qui vont l'aider, il va demander à faire ça avec un ancien ami à lui, Roman Pierce, joué par Tyrese Gibson, qui va disparaître le temps de 2-3 films, mais qu'on va revoir après dans la série. Et on va voir l'apparition aussi de personnages joués par Eva Mendes, qui est aussi une agente infiltrée qui joue la conjointe du dit baron. Ouais. Et Tej Parker, joué par Ludacris, qui est un genre d'organisateur de courses, blablabla. Fait que, ensemble, Roman, qui est le comic relief, puis Brian, vont réussir à tout faire arrêter ça. Genre, tout va bien. Et on sent que, justement, cette franchise-là semble tourner plus alentour de Paul Walker, Kevin Diesel, vu qu'on le ramène pas. Justement. Ouais, exact. Là, derrière les coulisses, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi c'était de même. Peut-être c'était un... Je sais pas pourquoi ça ne tentait pas de retourner là-dedans, parce que finalement, il a visiblement changé d'idée. Après ça, tu vois, on sait peut-être pas trop où aller. On s'en va de Fast and Furious 2. Tokyo Drift. On va suivre, réalisé par Justin Lin, qui en a fait une bonne batch à partir de là, et qui maintenant est comme très connu, et entre autres pour cette série de films-là, mais c'était quand même dans ses débuts. Et c'est scénarisé par Chris Morgan, qui a scénarisé donc ici le 3e épisode. Il a scénarisé 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis Hobbs et Shaw. Fait que c'est lui qui a été là le plus longtemps au scénario. Fait que toutes les incohérences lui sont dues. On va suivre le personnage de Sean Boswell, joué par Lucas Black, qui est un fan de muscle car, puis qui s'attire des pépins. Je pense qu'il est en Californie aussi. Fait qu'il faut qu'il parte vivre chez son père au Japon. Mais là, il va apprendre que les courses de chars se font pas de la même manière. C'est des petits chars fluo, puis il faut que tu apprennes à drifter, donc à déraper, parce que les endroits sont plus exigus. Ils font des courses dans des stationnements souterrains, des stationnements à étages, des choses comme ça. Fait qu'il va se faire un ami, dont le personnage de Han et aussi le personnage de Twinkie, joué par Bow Wow. Fait qu'il y a souvent des rappeurs dans les Fast and Furious. Puis en gros, je sais pas, il va se ramasser dans une histoire de problèmes d'argent avec des Yakuza, puis il va faire des courses de chars pour régler tout ça. Mais au travers de ça, Han, dont tout le monde s'est entiché parce que c'est un peu comme le personnage de Brad Pitt dans Ocean's 11, Han, il mange tout le temps à chaque fois qu'on le voit, il est en train de grignoter quelque chose. Pas genre des gros sandwichs, mais tout le temps plus des petites collations. Des petites collations, des petits snacks, voilà. Et il va décéder dans un accident de voiture. Fait que les gens sont bien tristes. Scène post-générique. Dominic Toretto vient jaser avec Sean pour lui proposer une course ou je sais pas quoi. Tu sais, c'est comme, ils l'ont comme intégré, mais c'était pas trop clair qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Ouais, c'est ça. Là, on fait « Oh my God, Dom is back! » Et là, après, on retourne. T'avais-tu... je trouve que Tokyo Drift est probablement l'anomalie de la série, parce que t'avais ni un ni l'autre des deux vedettes. Et que je sais pas, justement, dans les coulisses, est-ce qu'il y avait des enjeux contractuels, qu'on demandait trop, qu'on s'est dit, on va partir sur d'autres choses avec d'autres nouveaux personnages. Des fois, les studios se servent de ça comme argument, des fois, là, pour faire plier les acteurs. Fait que je pense que oui, parce que le fait de l'appeler juste de Fast and the Furious 2. Tokyo Drift, c'est comme de dire, Fast and Furious, ça veut dire des courses de chars. C'est ça. Puis là, on peut faire n'importe quoi avec n'importe qui. On a ramené Dom. Puis là, après ça, peut-être qu'ils ont dit, OK, le succès a été bien. Puis je pense que c'est à partir de ces films-là que ça s'est mis à beaucoup fonctionner dans le marché asiatique aussi. Ouais. Peut-être qu'ils l'avaient remarqué d'un premier. Ils ont dit, OK, on va aller direct au Japon. Sauf que c'est lui qui avait le moins d'argent au box-office américain. Oui, exact. Parce qu'il n'y a pas... Ça n'avait aucune vedette. Ben non, c'est ça, tu sais. Fait que, puis on travaillait fort pour créer le lien plus tard. Là, je vais l'expliquer à partir du 5, 6, 7. C'est là qu'on a réussi à réexpliquer qu'est-ce qui s'était passé là-dedans. Après ça, on tombe dans Fast and Furious. On a enlevé les deux, qui est Rapide et Dangereux 4 au Québec. Et on garde, c'est ça, Justin Lin et Chris Morgan au scénario.
Casting original qui revient, donc Brian, Dom, Letty, mais on ajoute Gisèle Arabo, jouée par Gal Gadot. Ouais, qui était dans ses premiers rôles. Quand même, ouais. C'est ça, ouais. Et c'est le premier des films qui est produit par One Race Film, qui est de la compagnie de Vin Diesel, qui a produit à partir de là toutes les Fast and Furious, sauf Hobbs et Shaw, et qui a été produit par la compagnie de Rock, Dwayne Johnson. Et ça a produit aussi les Triple X puis les films de sorte. Tous les films que Vin Diesel fait à partir de ce moment-là, c'est... Il prend le contrôle de la franchise. Entre autres, puis il a racheté la franchise Triple X, puis il a racheté une autre franchise aussi, je l'ai eu rapidement dessus. Là. Fait que Dom, Letty, puis le film commence comme ça. Dom, Letty, des amis, puis Han. Puis là, on fait « What the fuck? Il était mort. Comment ça se fait? » Ben, ça se passe avant. Braque des camions en République dominicaine, mais ils sont tous recherchés. Fait que c'est tous des hors-la-loi. Ben, ils ont des bons cœurs au fond, fait qu'on les aime bien. Mais là, il y a un braquage qui se passe mal. Faut tous qu'ils se séparent. Puis même Dom décide de comme, laisser Letty, là, de se séparer, puis c'est mieux pour leur sécurité. Mais entre-temps, il apprend qu'elle est morte. Fait qu'il revient à Los Angeles et Brian réintègre au même moment à peu près une job dans la police de Los Angeles parce qu'il avait eu son pardon puis I guess qu'il avait bien fait ça dans le deuxième volet. Fait que les deux enquêtent, ben en fait, Brian enquête sur un baron de drogue nommé Arturo Braga qui va le mener à... Il va comprendre que Letty travaillait pour lui et blablabla. Pendant que Dom remonte pour trouver qui est-ce qui est responsable de la mort de Letty, donc c'est Braga. Fait qu'ils vont être obligés de mettre leur querelle de côté. Surtout Dom qui a un beef envers Brian parce que c'était un policier infiltré, etc. Aussi, ben, Brian va revoir Mia au travers de ça, retomber en amour. Fait que là, ils vont mettre leur passé en pause. Puis, écoute, il réintègre la famille. Ouais, c'est exactement ça, parce que tout le monde va bien travailler. Sauf que ça finit que Dom se retrouve quand même devoir aller en prison, faire face à la musique. Mais la petite scène de post-générique, c'est qu'on voit Brian et Mia qui attaquent en voiture, qui se présentent en voiture au milieu de nulle part, là, genre sur la route 66, le convoi qui transporte les prisonniers dont Dom. Fait que, OK, il est vraiment hors la loi, ce Brian. Fast Five, Rapide et Dangereux 5, qui est considéré souvent comme probablement l'un des meilleurs de la franchise. Encore Justin Lin. Ça va faire l'apparition de Luke Hobbs, le personnage de Dwayne Johnson. Elena Neves, jouée par Elsa Pataky, ou la femme de Chris Hemsworth, mais elle est sa propre personne. Et le méchant va être Hernan Reyes, joué par Joaquim de Almeida. Le méchant, c'est pas si important, mais il va devenir important parce que ce film-là, le 5, est vraiment lié au disque. On va parler dans quelques minutes. Brian, Mia et Dom sont en fuite parce que là, ils ont fait libérer Dom. Ils vivent à Rio. Et il y a un vol de voiture qui tourne mal, puis ils vont se mettre à dos Hernan Reyes, justement, qui est comme l'homme à la tête du gros empire comme le Pablo Escobar exactement, du Brésil et de Rio de Janeiro. Le policier américain Luke Hobbs, je dis toujours policier, mais c'est des agents d'agence impossibles. Ouais, c'est ça. Qui, on dit juste The Agency. Ben lui, il n'est pas dans The Agency. Okay. Ça va être avec Nobody un peu plus tard, mais il est genre espèce d'FBI ou quelque chose comme ça. Il part à leur recherche, fait qu'il recherche tout ce monde-là, dont Dom principalement, qui est en fuite depuis plusieurs volets. Je sais pas. La temporalité aussi n'est pas toujours très claire. Là. On ne sait pas trop s'il se passe 2 semaines ou 6 mois. Puis il va être aidé de Elena, une policière locale qui sait qu'elle ne pourra pas être corrompue parce que son mari avait été tué, blablabla. On apprend que Mia aussi est enceinte de Brian, fait que la famille va commencer. Hobbs va réaliser que Reyes il est plus méchant que tous eux autres, fait qu'il va comme s'allier avec eux autres. Entre-temps, Dom et Brian vont décider de monter pour se venger de Reyes. Ils montent une grosse équipe pour faire un braquage, voler tout l'argent de la famille Reyes. Fait qu'ils vont rechercher tous leurs amis. Fait que c'est là que ça ramène Roman du deuxième film, Tej aussi par Ludacris, Anne, Gisèle. Éventuellement, Anne et Gisèle vont débuter une relation amoureuse, eux aussi. Fait que là, c'est là qu'ils pognent, je pense, c'est 2 Mustangs. Ils attachent le coffre-fort, ils se promènent partout dans Rio, ils pètent tout le monde. Hobbs achève Reyes d'une balle dans la tête. Et pour remercier de toute cette affaire-là, il dit, vous pouvez pas partir avec l'argent, mais je vous donne 24 heures pour vous sauver. Puis après ça, je pars à votre recherche. C'est comme, c'est ça. Je vous donne un petit lousse pour m'avoir aidé dans toute cette histoire-là. Mais finalement, c'était une arnaque. Puis ils sont vraiment partis avec l'argent. Ils ont laissé un coffre-fort vide. Fait que je pense à partir de là aussi que Dom il sort avec Elena à Star parce que les deux ont perdu quelqu'un
tragiquement. Fait que, bref, ils s'aiment. Et dans la scène post-crédit, on voit Monica Fuentes, donc Eva Mendes, qui était dans le deuxième, qui vient voir Hobbs avec une photo de... Il y a eu un braquage en Allemagne, puis une des voleuses, c'est Letty. Elle ne serait pas morte. Furious 6. Fait que là, on avait commencé à jouer avec les noms. Fast 5, Furious 6. Ici, encore Rapide et Dangereux 6. Letty va être de retour. On va présenter Owen Shaw, joué par Luke Evans. Riley Hicks, joué par Gina Carano, qui est une boxeuse aussi, fille de MMA, je pense. Ouais, je pense que oui. Il y a aussi un homme de main qui est joué par Joe Taslim, là, aussi, qui est je pense qu'il est coréen. Je suis pas sûr. En tout cas, big guy d'arts martiaux. Dom et son équipe, ils ont partagé l'argent du coffre, mais ils sont cachés un peu partout dans le monde. Ils sont toujours pas libres. Hobbs, il est une nouvelle collègue qui est X, jouée par Gina Carano, qui enquête sur des chauffeurs mercenaires, toujours des affaires d'auto, qui sont dirigés par Owen Shaw, donc lui joué par Luke Evans, et dont le bras droit est Letty, donc Michelle Rodriguez. Qui a perdu la mémoire. C'est ça. On va apprendre, tout ce monde-là va découvrir ça. Dom aussi vont enquêter, découvrir qu'elle a fait Braga, donc le méchant du 4, travaillait pour Shaw et il avait compris que Letty, en fait, avait été... ça a l'air full compliqué. Letty a été engagée par Brian pour infiltrer comme agent double. Quand ils ont su ça, ils ont voulu la tuer, mais ils se sont rendus compte qu'elle a juste perdu la mémoire dans l'accident. Fait que Shaw s'est dit « Ah, va me servir de elle. Oui. » Ça fait pas bien de sens, mais c'est comme si elle est capable, elle est bonne. Fait que je vais essayer qu'elle retrouve pas la mémoire puis qu'elle reste de mon bord. Là, quand le bout où Dom apprend ça, il devient fâché contre Brian, parce qu'il est comme quoi. Mais dans le fond, il faisait ça pour donner la liberté à Dom, ce qui est tout à fait bizarre. Mais ça peut marcher de même, I guess. Et là, sauf que Dom travaille fort pour ramener Letty, mais elle se souvient pas de lui, elle tire dessus, des choses de même. Sauf que Family, elle sauve de la mort. Finalement, Shaw révèle que l'adjointe de Hobbs, de Dwayne Johnson, c'est une traite. Gina Carano, elle travaille pour Shaw finalement. Fait que c'est comme un moment où elle repart du côté de Shaw, puis Letty reste du côté des Fast and Furious. Et dans une grosse bataille d'avion, à la fin, Gisèle va se sacrifier pour sauver Anne en comme tombant dans le vide. Letty va est encore amnésique, me semble. Ouais, c'est ça. Mais c'est là qu'on voit un des premiers parties Corona. Ouais. On laisse Shaw pour mort, il tombe de l'avion aussi. On fait un party Corona, on célèbre beaucoup le retour de Letty, on parle pas trop de Gisèle qui est morte, et Anne décide de partir à Tokyo, donc on comprend que le 3e volet se passe après le 6e. Elena est heureuse pour Dom qui a retrouvé Letty puis elle part de son bar faire ses affaires. Et scène post-générique, on revoit l'accident mortel de Anne qui vient de partir à Tokyo et on comprend que le char qui a rentré dedans puis qui l'a tué, c'est Jason Statham qui le conduisait et il n'est nul autre que le frère de Shaw. Furious 7, Dangereux 7. Là, on a laissé tomber le rapide et au Québec, on a commencé à s'adapter au nom spécial. James Wan qui réalise ici. On va voir l'apparition de Deckard Shaw, Jason Statham, de Megan Ramsey qui est jouée par Nathalie Emmanuel, Nobody joué par Kurt Russell, et il y a des genres de petits personnages là, qu'on verra juste là, joués par Tony Jaa et Ronda Rousey aussi, là, dans des personnes populaires. Et c'est dans ce film-là que Paul Walker va décéder pendant le tournage. Alors que il avait fait une grosse partie, mais c'était pas tout à fait terminé. Fait que je ne sais pas à quel point, mais c'est clair que ça va avoir influencé l'écriture. Oui. Je me souviens qu'il avait arrêté pendant quelques mois le tournage. Un de décider s'il poursuivait de faire le film ou non. Et après ça, quand ils ont décidé que oui, ils ont dû remanier un petit peu. Oui, c'est ça. Ils ont réécrit. Je pense qu'ils ont beaucoup aussi réécrit ce que des autres personnes disent. Fait que c'est comme si c'est comme s'il parlait dans son dos souvent un peu, là, pour mettre beaucoup d'enjeux. Il devrait se calmer de l'action, mais ce gars-là, il s'ennuie de l'action. Mais je pense qu'il avait déjà introduit ça parce qu'il y a eu son personnage a eu un enfant. Fait qu'il mettait déjà l'enjeu sur protéger ta famille puis prendre des risques. Mais c'est comme si, entre-temps, les autres disent toujours il faut vraiment que tu arrêtes après cette affaire-là. Hein. C'est comme, c'est ta dernière aventure. Après, tu te calmes, mon homme. Là. Fait que c'est très bizarre parce qu'il va être comme exclu au nom de la paternité, genre, alors que la valeur première est la famille depuis le premier film. T'sais.
On en reviendra là-dessus. C'est ça. Fait que la gang vit tranquillement en Californie. Là, ils ont eu leur pardon vu qu'ils ont aidé Hobbs à arrêter Shaw. On revient un petit peu là, juste avant la scène post-crédit, mettons. Fait que Brian Mia, son parent, Dom aide Letty à retrouver la mémoire, mais elle se décourage puis elle part de son bar. En disant que la personne que Dom a connue, ben, elle n'est plus ça. Owen Shaw, donc lui qu'on avait laissé pour mort, là, Luke Evans, est en piteux état à l'hôpital, là, genre branché entre la vie et la mort. Puis son frère Deckard, joué par Jason Statham, veut le venger. Fait qu'il va tuer Anne à Tokyo avec l'accident d'auto. Et il fait exploser la maison des Toretto. Mais heureusement, personne n'est blessé de ce côté-là. Entre-temps, Nobody de l'agence, là, c'est ça, The Agency, là, ça commence, va leur demander de l'aide pour récupérer une technologie qui s'appelle le God's Eye. Et en échange de ça, il va leur prêter main forte pour aider à vaincre Hobbs, qui leur court après et veut toutes les tuer. Fait qu'ils vont réaliser que ça a été créé et piloté par Ramsey, donc Nathalie Emmanuel, qui va à partir de là rester dans la gang à tout jamais. Brian promet souvent, c'est ça, qu'il va arrêter de se consacrer, qu'il va arrêter la bataille puis se consacrer à sa famille après ce grand événement quand il va avoir géré Hobbs, là, de toute façon qui menace quand même leur intégrité. Et au final, ben, ils réussissent à faire ça. Shaw va être amené en prison par Hobbs. On sent qu'il y a un gros beef entre les deux. Letty va retrouver la mémoire complètement. Et c'est ça, comme je disais, Brian est exilé dans une vie de paternité en genre d'hommage. Et c'est là aussi qu'il y a eu la tune I Will See You Again de Wiz Khalifa qui était un gros hit cette année-là. Ouais. Furious 7 est le plus gros succès de la franchise avec 1,5 milliard de dollars. C'est hallucinant. Puis la dernière scène là, qui avait pas trop filmé, là, où les deux font une course puis que ils prennent chacun une voie qui se sépare, ça a été tourné avec le frère de Walker avec des images de synthèse qui a l'air un peu creep, mais c'était le mieux que la technologie pouvait faire à ce moment-là. Ce qui était comme une bonne décision à ce moment-là pour y rendre hommage et tout, mais comme la franchise a tellement continué, ça devient vraiment une béquille pour eux que ce personnage-là soit encore vivant, mais qu'on le voit jamais. Ouais, puis qu'il y a toutes les raisons pour que sa sœur vienne, mais lui, il peut jamais être là. Ouais. Puis des fois, on voit un char, puis on pense que c'est lui, mais tu sais... Alors que chaque film, l'enjeu, en plus familial... C'est des vengeances. Puis devient de plus en plus grandiose et personnel. Donc, c'est sûr qu'il viendrait. Voilà, c'est ça. Mais non. Fait que... Enfin. Il reste tout le temps à la maison avec les enfants. Ouais, c'est ça. À la nounou. OK, on arrive. 8e film, The Fate of the Furious, Le Destin des Dangereux, réalisé par Gary Gray, lui qui a aussi fait une couple de films d'action, dont A Man Apart avec Vin Diesel, mais Italian Job, fait que dans le genre d'action-char. Nouveau méchant, Cypher, joué par Charlize Theron. À partir de ce film-là aussi, n'importe quelle vedette là, peut se faire aspirer, même avant, Jason Statham puis Dwayne Johnson et tout, mais tu sais, Charlize Theron, c'était quand même un autre niveau. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis qu'on voit aussi Helen Mirren dans le film. Tout est possible. Dans ce film-là, on voit pas du tout ni Brian ni Mia, parce qu'on les avait comme sortis de leur vie de famille, mais à partir du 9, ils vont revenir. Dom et Letty sont en lune de miel à Cuba et la cyberterroriste Cypher va forcer Dom à travailler pour elle et on sait pas trop pourquoi. Ils vont se retrouver dans une mission avec Hobbs. Dom va les trahir, partir avec la technologie. Hobbs va se retrouver en prison avec Shaw et Nobody va comme les aider. Fait qu'ils vont être obligés de collaborer ensemble bien qu'ils saillissent. En fait, toute l'équipe, toute la famille va être obligée de travailler avec Shaw qui a tué Anne pourtant. Et il les a menacés tous un après l'autre, mais ils comprennent pas pourquoi Dom est rendu avec la cyberterroriste et tout, fait que lui, il se retrouve un peu entre l'arbre et l'écorce. Ce qu'on comprend, c'est que Cypher, elle a capturé Elena, donc son ex, et qu'on ignorait, et lui-même l'ignorait, elle a eu un enfant, et Dom est le père. Et il s'est passé beaucoup de temps, parce que cet enfant-là a déjà comme 3-4 mois, ça, genre. Puis, fait que, en secret, Dom va réussir à aller parler à la mère des chats. Donc, Helen Mirren joue la mère des personnages de Luke Evans et Jason Statham. Pour comprendre que à partir de là, on a souvent l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Fait que, parce que je me souviens plus quoi, mais Cypher avait fait de quoi, elle avait trahi Evans, puis c'est le même qui s'était remis en danger. Fait que la maman veut protéger ses bébés ours, fait qu'elle va dire à ses fils, s'il vous plaît, allez l'aider. Elle voyage dans un avion. Bref, les chats l'aident à sauver son fils, fait que lui, il peut rejoindre
toute sa famille puis annuler tout ce plan-là. Mais Cypher se sauve. Et on finit encore avec un barbecue. Pourtant, cette fois, c'est à New York, ce qui fait comme vraiment pas rapport. C'est toujours en Californie, d'habitude, chez eux. Leur maison est-ce qu'ils avaient reconstruit leur maison à ce moment-là? Ben, c'est peut-être pour ça. Je me rappelle plus. Mais c'est juste là. Puis, ce qu'on apprend aussi, c'est que Elena avait toujours pas prénommé le fils. Elle attendait d'en parler à Dom. Là. Elle était pas sûre. Tu sais, l'enfant, genre 3 mois. Ça fait 1 an et demi, t'es enceinte, là, en tout cas. Puis, il décide de le nommer Brian. Mais à partir de là aussi, ça c'est mon opinion, très bizarre, il aurait dû l'appeler Paul. Ouais. Parce que c'est comme un hommage à son beau-frère qui est encore en vie, là, c'est ça. Mais s'il l'appelait Paul, là, on a fait, ok, c'est pour Paul Walker, tu sais, ça va, mais c'est bizarre. En plus, tu appelles ton enfant le nom de ton beau-frère, c'est un peu bizarre, là. Faut vraiment que tu tripes sur ce nom-là, mais... Fait que là, à partir de là, ils vont toujours l'appeler aussi Little Brian puis Little B, là, parce qu'il y a Big Brian. Après ça, il y a le spin-off Hobbs et Shaw. Là. Bon, on n'en parlera pas, mais c'est comme duo improbable qui font des sagas de leur bord. On dit beaucoup que Johnson puis Diesel se blairaient plus. Ouais. Mais là, ils se sont intégrés beaucoup dans la franchise. Même Statham, je pense que ça allait pas tant bien, mais ils ont des personnages forts puis que le public aime. Fait qu'ils n'auront pas le choix de les ramener un petit peu. Mais même dans le 8 de Fate and the Furious, Shaw et... pas Shaw, Hobbs est là... Dwayne Johnson, il n'y a aucune scène avec The Rock. Il y a des scènes avec les autres. On le voit interagir, conduire, se battre, mais ils se parlent jamais là, ensemble. C'est aussi à la fin du Fate of the Furious, là, ça finit avec le gros sous-marin nucléaire. Puis alors que l'explosion va brûler Dom, tous les chars se placent puis font un mur pour bloquer le feu et l'explosion. C'est vrai, c'est un bijou. Dans chacun des films, il y a des. J'aurais pu noter là, la scène impossible. Remarquable. Ensuite, on arrive à il y a 2 ans, F9 de Fast Saga. Justin Lin reprend les commandes. Ça va nous présenter les personnages de Jacob Toretto, joué par John Cena, qui est, oui, look-alike, 2 frères, John Cena et Vin Diesel, et leur sœur, Jordana Brewster. T'sais. Et, spoiler, Han va revenir. Il n'est pas mort. On le montrait même dans la bande-annonce, sur le poster. On s'en cachait pas. C'est un soap opera. On veut que les gens... comment ça, il est pas mort? Faut que je le voie. Pourquoi? C'est le bon terme choisi, effectivement. Et souvent, les explications sont assez arrangées. Deux sex machina. Là. Genre, c'est nobody. Là-dedans, il y a le dos large. Là. Fait que ici, on fouille dans le passé, on va découvrir qu'il y avait un frère, que Dom pense qu'il a bisouné sur le moteur, ça a tué leur père, alors que les deux étaient comme mécaniciens pour leur père qui faisait des courses automobiles. Fait qu'il va exiler son frère. Là, Jacob est tanné d'être dans l'ombre de Dom avec un espèce de fils de riche. Ils veulent des technologies pour contrôler le monde et faire je sais pas quoi. Ils vont capturer Cypher pour avoir besoin d'aide. À partir de ce moment-là, Nobody, on ne sait plus il est où. On ne sait pas s'il est mort. Personne ne sait il est où exactement. Bref, Anne n'est pas mort, revient les aider. Finalement, Jacob se fait trahir par l'autre qui vient de faire une alliance avec Cypher. Dom apprend que Jacob, c'était son père qui avait demandé de faire cette affaire-là. C'était pas supposé exploser, mais c'est lui qui a demandé de tricher le véhicule parce qu'il y avait des dettes d'argent, comme un peu un combat de boxe arrangé. Puis, fait qu'ils font un peu la paix, mais ils deviennent pas trop amis, puis tout le monde prend son chemin. Évidemment, au cours du film, Mia vient aider parce qu'elle dit c'est mon frère, j'ai pas le choix d'être là, mais ça ne fait pas, tous les enfants sont avec Brian. Ben oui, c'est ça. Que lui, je pense, à la fin du souper de famille, à la fin, c'est-tu dans lui qu'il y a un souper de famille, puis c'est ça, on voit Nissan qui arrive, là, puis c'est comme, ça doit être lui, il y a un char, il arrive en retard. Puis je sais pas s'il est arrivé avec les enfants, parce qu'il arrive avec un genre de char sport 2 portes, puis là, il y aurait 3 enfants là-deddan. Là, il arrive peut-être avec la crème glacée. Peut-être. Et post-générique, on voit Shaw, donc Statham, qui tapoche un punching bag, puis Han, cogne à la porte. On dit « Oh non, c'est lui qui l'a tué! » Ils vont s'haïr et tout. Et on arrive aujourd'hui, 19 mai, Fast X, Rapid X de Louis Leterrier, donc nouveau réalisateur français d'action qui a fait entre autres les Transporteurs 1 et 2, les Incredible Hulk en 2008 et aussi Now You See Me, film... peut-être son meilleur, honnêtement, là, sur le monde de la magie un peu. Ouais, c'est ça, justement, d'entourloupe et... il y a plusieurs nouveaux personnages. Jason Momoa, qui va jouer Dante Reyes, le fils du Monsieur Reyes du 5e, dont ceux qui avaient volé le coffre-fort, si vous êtes encore avec nous.
Il y a, c'est lui qui veut se venger de tout ce monde-là et aller tuer tout le monde, sauf Brian. Et à un moment donné, il y a un bout, en tout cas, Mia va dire il faut que j'aille protéger ma famille, mais on les revoit plus jamais. Brie Larson aussi fait son apparition, qui joue la fille de Nobody. Daniela Melchior va jouer pour laisser découvrir, mais est un personnage aussi, elle qu'on avait vu dans Suicide Squad, exactement. Alan Ritchson est le nouveau policier, puisque Nobody, le nouveau en charge de l'agence, puisque Nobody, Kurt Russell, a disparu. Il fait l'agent Ames. Alan Ritchson, c'est comme un gros balèze aussi. C'est pas un ancien lutteur. C'est le nouveau Jack Reacher, entre autres, dans les séries télé maintenant. Mais je sais que c'est parce qu'on voit pas sa face, mais dans les quand Michael Bay a fait les Tortues Ninja, il faisait Raphaël aussi. Puis moi, je l'avais vu dans une série humoristique de football où il était un gros niaiseux. Et il y a aussi la grande Rita Moreno qui vient jouer la grand-maman qui sert absolument à rien. Malheureusement pour elle, c'est un caméo pour un caméo. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour l'instant. C'est ça. Fait en résumant ces personnages-là, j'ai pas mal résumé ce qui se passe. Dante Reyes veut tuer tout le monde. Fait que Dom et son équipe vont se retrouver un petit peu brisés partout aux quatre coins du monde et deviennent les ennemis publics numéro 1 de l'agence. Et même si Brie Larson, qui a confiance, qui les connaît pas, mais qui a confiance en eux, c'est de dire non, c'est sûr qu'il y a anguille sous roche, ça se peut pas. Puis lui, il est comme non, c'est eux les méchants, je cours après eux. Fait que est-ce que Dom va réussir à prouver son innocence et sauver sa famille et anéantir le coloré Dante Reyes? Tout ça va être à suivre parce que, sachez-le d'avance, que cette dernière histoire se déroule en 2 films. Donc, il va y avoir un prochain Fast 11. Ils ont même laissé planer qu'il y aurait peut-être un 12. Oui, récemment, Diesel a comme confirmé ça a l'air que Universal aimerait bien ça qu'on étire cette histoire-là en trilogie. Mais pas confirmé encore officiellement. On verra. Mais sachez que le 10 se termine un peu en queue de poisson. Là. Il nous laisse sur notre fin sur plein de trucs. Un cliffhanger. Ce que je trouve quand même audacieux parce que dans mon esprit, je croyais que le 11 était quand même déjà, si pas entamé, au moins écrit. Moi, je pensais qu'il sortait l'an prochain. Mais non, ça va être 2025. C'est dans 2 ans. Ouais, c'est ça. Et le scénario n'était pas écrit quand ils ont tourné le 10. Et c'est une nouvelle équipe de scénaristes qui embarque. Fait que là, méchant job, j'ai hâte de voir la cohésion de tout ça. Ils ont laissé plein de portes ouvertes. Là, c'est comme fait de quoi? En fait, je pense que c'est à l'origine Justin Lin qui a scénarisé ce 10e chapitre et a commencé à le tourner. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais il a quitté la production après un mois et je sais pas si on a scrappé peut-être son scénario du prochain pour ramener une nouvelle équipe. Parce qu'il y a eu beaucoup de tensions, tu le mentionnais tout à l'heure, Kevin Diesel, je pense qu'il n'y a pas de l'air facile sur un plateau. C'est ça, il n'y a pas de crédit jamais de scénariste, de réalisateur et tout, mais il est un des producteurs les plus importants. Il prend beaucoup de place et pourtant Justin Lin en a tourné plusieurs, mais là, ça s'est pas bien passé sur ce nouveau film-là. De ce que j'ai pu lire entre les branches, je pense que Diesel est rendu vraiment control freak de la franchise et il avait comme mandaté des réécritures de séquences du scénario qui n'a pas plu à Justin Lin. Entre autres, je pense que c'est lui qui a ramené Jordana Brewster, sa sœur Mia, dans le film, qui n'était pas là à l'origine. OK, ouais. Et ce qui serait logique un peu parce que sa présence n'a aucun lieu d'être là, dans le film, là, on s'entend. Là. Non, c'est ça. Et c'est des autres vraiment qui voulaient la revoir, puis peut-être que Lynn a résisté là-dessus, fait que ça l'a fait chier. Bref. Et l'autre enjeu serait sur le casting du méchant. Et je me demande si Lynn n'était pas d'accord pour que ce soit Jason Momoa. Puis ils ont peut-être eu des trucs là, parce que Momoa est arrivé après que Lynn est parti. Okay. Fait que le tournage était déjà débuté depuis quelques semaines. Le méchant n'avait pas été encore choisi. Et fait qu'il y a peut-être cet enjeu-là. Bref, c'est un peu de patinage, mais quand même. Ben oui, mais c'est un soap d'action. Avant et derrière la caméra, tout à fait. Exact, comme on dit tout le temps, plein des comédiens ont l'air de comprendre que on fait toutes les séquences d'action, puis ces affaires-là sont faites avec sérieux et professionnalisme, là, si tu oublies la notion de la gravité puis des règles de la physique en général. Mais après, ils lâchent leur fou un peu, sauf Diesel. Diesel a toujours une voix de plus en plus ténébreuse et rauque. Elle sort juste d'un subwoofer au cinéma. Et drabe en quelque part. Là, il est assez monotone dans sa façon il de... dit toujours des belles phrases
Écoute, il parle en parabole, Oui, tu l'as c'est mentionné, ça, c'est que exact, je trouvais là. ça très drôle, puis effectivement, il n'y a Impossible. personne qui parle de même dans Des la jeux vie. de mots avec la route puis la conduite tout le temps, là, plus que plus. Là, puis Et la famille, la foi et tout ça. Là. Alors, Donc, ça croix, là. Excusez, là, qui arrête pas de mettre puis d'enlever puis de se prêter. Puis à chaque fois qu'il a confiance à quelqu'un, il prête sa croix pour dire tu me la ramèneras. Dans un des films, finalement, elle a une puce GPS traqueuse dedans. Là. Je me souviens plus dans lequel. Là. Donc, je sais que toi, t'es plus fan que moi de la franchise. Ben, alors, toi, quel est ton. Moi, en fait, là, cette franchise-là, là, c'est une relation amour-haine. Là. Genre, j'ai pas aimé ça du premier coup d'œil. Là. J'avais écouté le 1 à l'époque, j'étais genre en secondaire 2, puis j'étais allé avec un ami. Puis j'avais dit, OK, c'est ça, tu sais. Puis après, j'ai genre jamais réécouté jusqu'à, mettons, au 5. Puis là, j'ai commencé à toutes les réécouter. Ah, c'est dans, je pense que je l'ai déjà dit, dans le confinement, j'ai fait, OK, j'arrête pas de dire que c'est de la merde, mais je les ai jamais écouté. Là, je m'y tape toutes. Puis là, j'ai fait, OK, c'est un peu débile, mais je comprends pourquoi on y prend goût, tu sais. J'ai quand même toujours écouté des films d'action un peu débiles, là, tu sais. Mm-hmm. Plaisir coupable, un peu, là. Puis là, en les réécoutant pour me remettre dans le bain, parce que ça faisait comme 2 ans déjà, là, c'est ça. Je les apprécie plus, mais c'est tout un peu macho, miso. Ça a l'air d'être des bonnes valeurs, comme on suit des méchantes personnes, tu sais. À un moment donné, elles vont... C'est comme un film de guerre au sens où, oui, elles vont aller combattre l'ultime méchant. Puis s'il est pas si pire que ça, il va se joindre à eux ultérieurement. Ou ils vont le tuer. C'est sûr qu'il y a plein de civils, puis il y a plein de beaucoup de dommages collatéraux. Mais oui, là, tu sais, quand clair. tu promènes avec ton coffre-fort qui rase toute la ville. Dans le 9, aussi, le gadget, c'est des aimants. Là. Tout est aimanté, qui attire, qui propulse, qui détruit tout. Tu sais. Écoute, on détruit une partie de la ville de Rome aussi dans le nouveau. Oui, c'est ça. Ben là, ils veulent essayer de minimiser les dégâts, là, mais tu sais, ça revient contre eux et tout. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas des bonnes personnes à 100%, là. C'est pas des... C'est quand même des criminels, là. Alors. Ouais, mais c'est des anti-héros qu'on aime. Ils sont contre le système, mais ils ont de bonnes valeurs. Genre. Fait que, bref, c'est ça. Fait que même si c'est très... la famille, pis ces affaires-là, ça reste que les femmes sont toujours un petit peu de côté, là. Tu sais, là, c'est bien parce que Paul Walker est plus là, qu'il intègre Mia puis qu'elle se batte, là. Tu sais, j'ai passé vite, mais aussi... Au début, c'est des courses de char, puis à un moment donné, ils sont tous fucking bons en combat. Là. Oui, pas juste forts. Ils font des arts martiaux, il n'y a pas de problème. Là. Tout le monde, même genre Tej, là, même celui qui est supposé être le super hacker, il criffe des volets. Genre, une chance que j'étais là, puis là, ils font des blagues et tout. Tu sais, quand ils vont chercher Nathalie Emmanuel, Ramsey, puis c'est elle qui a inventé le God's Eye, puis un peu comme pour la bombe atomique, là, à un moment donné, comme c'était supposé aider cette technologie à pogner des méchants, mais finalement tout le monde s'en sert, puis ça cause le mal. Mais c'est la meilleure au monde, puis à partir du moment où ils sont avec, c'est quand même toujours Tej qui programme puis qui bisonne les affaires, ou même Jason Statham, Deckard Shaw. C'est supposé être elle, puis elle est toujours juste en arrière en train de dire « oui, t'as vraiment une bonne idée. » genre. Et on la voit pitonner. Ouais, c'est ça, mais elle est comme quand même en bras droit, alors que c'est peut-être la plus brillante. Fait que c'est ça, là, c'est vraiment pas sans faille. Là. C'est pas à la hauteur de James Bond non plus. Là. Mais il y a de quoi de très le fun et j'ai été vraiment diverti. Je trouvais que le dernier, Rapid X, relevait par rapport au 8 puis au 9, là, au niveau du pacing puis de l'action et tout. Mais écoute, comme on dit, c'est genre, surtout avec God's Eye, là, l'œil de Dieu là, qui permet de localiser tout le monde. Ça, c'était un bon raccourci scénaristique. Là, genre, je le sais, il est où? Puis là, ils ont voyagé dans le monde. Ce qui semble être à peu près 37 minutes plus tard, sont à l'autre bout du monde, sont tous prêts à attaquer, sont là, autant les gentils que les méchants. Puis, je pense que plus de trous dans le scénario que dans du fromage suisse. Oh, voilà. J'aurais même eu une métaphore de voiture, là, mais c'est correct. Là. Plus que de rouille. Plus de trous là-dedans que dans un filtre à poussière. Je sais pas. Mais... c'est les films que si tu te poses pas de questions, c'est le fun, mais il faut que tu sois plus malin que le film, puis pas que ça te joue dans la tête, puis tu dises c'est ça la vraie façon de vivre. C'est comme non, ça c'est comme manger genre du McDo. Là. C'est le fun, mais ça peut pas être ça ton alimentation tout le temps. Voilà, tu sais, du fast-food. C'est clair. Fait que faut pas que tu sois tout ce que tu consommes, ça soit ça, mais si tu le consommes une fois de temps en temps, c'est vraiment le fun, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Je peux pas prescrire à personne d'écouter ça, mais si vous écoutez ça, allez-y avec parcimonie. Parce que si tu réfléchis,
c'est juste débile, mais j'ai jamais autant, depuis 1 ou 2 semaines, discuté avec toi, avec d'autres collègues, avec de mes amis. On fait juste parler de ça. Là, je vais aller le revoir avec d'autres de mes potes. Puis, tu sais, c'est comme, j'ai hâte. Puis, tu sais, t'aimes lever. Moi, j'ai ri là, la moitié du film. Là. C'est genre, à date, c'est ma comédie de l'année. Là, mais c'est vraiment cool qu'il soit allé avec Momoa, là, qui est comme un peu Jay du Templesque, là, le vernis saison, plein de bijoux, il est très flamboyant, très Jack Sparrow là, dans sa façon d'être. C'est une très bonne comparaison, effectivement, et c'est ce que Momoa voulait d'ailleurs. Donc, s'amuser un peu avec l'archétype du méchant. Donc, on dirait tout droit sorti de l'émission Queer Eye pour ceux qui écoutent ça sur Netflix. mais il y a le côté psychopathe qui rappelle du Joker, mais pas le film de Joker, mais... qui veut créer le chaos, tout simplement. Quasiment la Heath Ledger, là, mais plus flamboyant encore. Que moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que Jason Momoa est le meilleur méchant de la série. Et c'est lui qui va le show dans le film. Là. Il est vraiment très, très bon. Moi aussi, j'ai découvert sur le tard la série, honnêtement. Je suis pas un gars de char du tout, donc ça m'intéressait zéro. Mais je me suis intéressé, évidemment, quand Paul Walker est décédé, tout ça, puis là, qu'on bouclait la boucle. En théorie, ça aurait été peut-être le dernier. Donc, je me suis par curiosité, puis là, c'était vraiment rendu quand même un gros phénomène. Là. Plus chaque film dépassait le box-office de l'autre. Donc, c'est assez rare aussi comme phénomène. Fait que ça a piqué ma curiosité. 4, 5, 6, 7, là, ça faisait toujours de plus en plus d'argent. Ça gagnait de plus en plus d'adeptes. C'est de plus en plus populaire. Donc, je m'étais retapé justement pour voir ce dernier-là avec Paul Walker. Puis, un peu comme toi, tu sais, j'ai été surpris, honnêtement. J'ai embarqué dedans parce que oui, c'est ridicule, mais c'est quand même bien fait. Les personnages sont quand même attachants. Fait que c'est très divertissant. Et comme toi aussi, je suis resté avec cette même impression-là pour Fast 10X. C'est vraiment un retour plus aux sources. En tout cas, c'est une entrée beaucoup plus solide que les 2 derniers. Moi, j'avoue que j'avais décroché avec le 8 et 9, là, qui m'avait vraiment laissé plus indifférent, que je trouvais moins intéressant. Je trouvais que le 9, même, l'histoire était vraiment très ordinaire, banale, sans intérêt. Et même les scènes d'action que me laissait complètement indifférent là, dans le 9. Là. Celle qui est cool, c'est quand ils vont voir l'avion qui a écrasé où il y avait Nobody puis dans la Cypher. Puis que là, il passe en liane comme Tarzan, mais avec son char. Là. C'est un bijou. C'est très drôle. Dans les incohérences, un avion ultra secret qui s'écrase. Personne sur place quand ils arrivent. L'avion n'est pas sécurisé. Il n'y a pas de fait que c'est comme. Puis ils arrivent. C'est supposé être comme peut-être quelques jours après, ou en tout cas, puis il y a encore des flammes. Là, fait que personne n'est venu éteindre des flammes. Là, puis eux, ils travaillent pas pour l'agence. Ils sont juste comme contractuellement là. Puis c'est à eux qui envoient le message d'aide. Puis eux, ils peuvent rien faire. Là, ils sont juste badass, là. Ils ont pas de... En tout cas, on peut en parler. En plus, moi, le 9, j'avais trouvé très mauvais. Donc, le 10, j'ai été diverti. J'ai trouvé les séquences d'action très spectaculaires, entre autres la poursuite dans les rues de Rome. Rien d'envié aux Missions Impossibles. C'était vraiment très bien fait. Puis, écoute, puis... en plus, il avait fait des... C'est lui qui avait fait des Italian Jobs? Non, c'est pas lui. Non, j'ai mêlé. C'était Gary Gray, je pense. Donc, si vous êtes fan, je pense que vous allez triper, vous allez aimer ça. Si vous ne connaissez pas cette série-là et qu'on vous donne le goût, écoutez sérieusement les 9 autres parce que sinon vous allez être complètement perdu. Au moins le 5, là, c'est le plus peut-être qui est en lien avec les autres, mais... Sinon, c'est pas d'attachement au personnage. Ouais, c'est ça, tu connaîtras pas les chats. Puis, c'est ça. Luke Evans n'est toujours pas revenu à date. Fait que d'après moi, on se garde ça pour les prochains. Puis, mais je pense qu'il y a beaucoup de moments très crowd pleaser, là, que les gens vont applaudir, vont triper. Et puis, petit fun fact, comme ça, quand même, Brie Larson, j'ai été un peu étonné lorsqu'elle a décidé de jouer dans ce film-là. C'était pas elle qui voulait, même? Effectivement, c'est ça. Vraiment une grande fan de la série. Ça faisait plusieurs films qu'elle aurait souhaité participer, jouer dedans. Donc, pour elle, c'est comme un truc sur sa wishlist de cocher. Là. Puis elle a quand même une présence importante pour le déplacement de l'interaction entre les personnages. C'est clair qu'on va la revoir dans la suite. Séquence d'action, tirer de la mitraillette en tailleur. Là. Donc, voilà pour Fast 10. À noter, j'avais un petit fun fact intéressant. C'est le 9e film le plus coûteux de l'histoire d'Hollywood. Ah ouais, OK. Il a coûté combien? 340 millions. Quand même. Okay. 100 millions juste pour la masse salariale.
dont 20 millions à Vin Diesel quand même. Okay. Alors, c'est du costaud. J'ai noté les 2 premiers. Puis le pire, c'est qu'il se prend 20 millions pour le tournage, puis il y a une cote de producteur de je sais pas combien, fait que c'est quand même, il est greedy, le Diesel. Ouais. Donc, le plus coûteux, je dirais, donc c'est le 9e. En 2e position, j'avais noté Jurassic Fallen Kingdom, donc le 2e de cette nouvelle trilogie. 432 millions quand même que ça avait coûté. Voyons. Mais ça, c'est comme pas les chiffres qu'ils dévoilent au départ. Au départ, on dit toujours moins que ça. Puis là, par après, dans le fond. Parce que là, probablement que là-dedans est comptabilisé le marketing aussi. Souvent qui tourne alentour de 100 millions. Et le plus coûteux, c'est Star Wars épisode 7, Force Awakens, 447 millions. Mais lui, il a dû être bien rentable. Quand même à 2 milliards, c'est pas un gros problème. Mais écoute, c'est des sommes colossales. Et le 10e, c'est Indiana Jones qui s'en vient. Cadran la destinée, 300 millions. Donc, 10e budget plus coûteux de l'histoire d'Hollywood. C'est ça. Mais en même temps, il va peut-être en remonter aussi parce qu'il sort dans 5 semaines. Fait que le budget de pub, il ne doit pas être tout dépensé encore. La facture finale, ils les ont pas reçue. Il y a d'autres films aussi. Oui, quand même. Allons-y avec un genre très différent. Film français de la semaine, Mascarade de Nicolas Bedos, je pense, qui est un suspense sexy avec des gens sexy. Pierre Niney, Marine Vact, moi j'aurais dit Vact. Isabelle Adjani et François Cluzet. Pierre Niney qui joue le séduisant Adrien, qui était un ancien danseur de ballet, mais qui a subi un accident de moto. Fait que depuis, il vit comme un genre d'escorte. Un gigolo. Un gigolo, entretenu par Martha, jouée par Adjani, qui est une ancienne vedette de cinéma qui vit sur la Côte d'Azur. Fait qui est comme son chum parce qu'elle paye pour l'être. Son boy toy. Exactement. Mais tout va changer lorsque Adrien va faire la rencontre de la belle et jeune Margot, jouée par Marine, qui est électrisante et sexy et tout. Puis cette dernière aussi est vide d'escroquerie et de manipulation. En fait, encore plus, elle fait chanter les hommes. Elle n'est pas tout le temps avec le même monsieur, disons. Ils vont s'associer pour monter une espèce d'arnaque diabolique grâce à une mascarade sentimentale. Mais pour leur plan, Adrien et Margot ont besoin du parfait pigeon, puis ils vont cibler Simon, joué par François Cluzet, qui est un agent immobilier. Fait qu'elle va tenter de le séduire pour qu'il la marie et qu'elle puisse avoir tout cet argent. Mm-hmm. Donc, un film quand même assez intéressant. Ce genre de film d'arnaque, moi j'adore, j'aime vraiment ça. Quand même intéressant, ça se passe à Nice, fait que c'est vraiment un beau film aussi. On est dans des décors très intéressants. Côte d'Azur. Un film quand même un peu long, on mentira pas. Je pense que le film aurait pu être plus efficace, a été courté un petit peu, mais efficace par les comédiens qui sont vraiment tous le très, montage très aussi fait que... quand même aussi. C'est ça, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de scènes, mais le montage est assez tight et même si peut-être certains vont réussir ou tenter de deviner le punch et la finalité à tout ça. Il y a des bons petits twists mais dans l'histoire. Oui, c'est ça. Il y a des revirements. C'est tous des bons comédiens. Adjani est vraiment incarné dans ce personnage. Comme un retour en force. En fait, j'ai l'impression qu'on l'avait moins vu dans les dernières années, ce qui est faux parce qu'elle tourne quand même un film par année. Peut-être qu'on l'a moins vu au Québec. Ça se peut très bien. Mais j'ai l'impression que c'est comme un retour, un rôle plus en force pour elle, là, qui est quand même toujours un peu fascinant de voir ces rôles-là d'actrice un peu amère qui recherche un peu la gloire du passé et tout ça. Là. Donc, on est dans l'espèce de décadence des ultra riches, puis la jalousie des riches, puis... le but, c'est d'avoir de l'argent puis de pouvoir rien faire puis se payer le luxe. Fait qu'on n'hésite pas à profiter des autres pour arriver à ses fins, si on veut. Et d'ailleurs, on s'amuse avec Adjani parce qu'elle réécoute sans cesse son grand chef-d'œuvre chez elle, là, dans son cinéma maison et tout ça. Donc, on a vraiment filmé, ce n'est pas un vrai film d'Adjani, donc, mais on a rajouté digitalement un jeune visage d'Adjani, de-aging sur la comédienne. Donc, on prend la technique des Américains maintenant dans le cinéma français. C'est ça. Ouais, parce qu'il l'explique, c'est une ancienne grande vedette, mais elle a de la misère à avoir des rôles, fait que le personnage d'Adrien, justement, le dit, c'est comme elle aime pas ça. On sort pas bien parce qu'elle aime pas ça, ne pas se faire reconnaître. Genre. Vous savez pas Chiqui? Non, désolé. T'as boire. J'ai une big star il y a 25 ans. Là, elle aime le spotlight, disons ça comme ça. C'est un peu ça. J'avais juste vu, c'est plus un... Je sais pas, je vais regretter de dire ça. C'est un éditorial, c'est que le film peut paraître un peu misogyne.
parce que tu suis beaucoup les hommes, puis les femmes sont beaucoup mis au point de femmes-objets. Mais je pense pas que c'est le point de vue de Bedos qui a réalisé et écrit le film. Je pense que c'est juste le point de vue de ces personnages et de parce qu'en même temps, ces gens-là dans ce lieu-là où les hommes font beaucoup d'argent. Tu sais. Il y a quand même, les femmes sont au cœur de cette vengeance-là parce qu'il y a quand même une petite histoire cachée qu'on apprend mais c'est encore le de fait mais... On dirait que les femmes utilisent plus leur charme que leur cerveau. Ouais, ça peut paraître comme ça, là, mettons. Mais je pense qu'ils utilisent la faiblesse des hommes comme ils nous c'est un peu pour dire, si en milieu du film, vous dites, voyons, ça me fâche, ben écoutez-le quand même au complet. Ça se peut que tout ne soit pas comme ça. Moi, j'ai des petits trucs fun fact là-dessus. Je sais pas si toi, tu avais des... Non, vas-y. Okay. En fait, donc, Pierre Ninet a vraiment suivi des cours de danse pour... OK. Oui, parce qu'il y a une séquence où on le... Je me demandais, il doit quand même avoir un doubleur des fois un peu au travers. Là, mais... Non, ça a l'air que c'était... c'était comme des exigences. Lui, okay. C'est ça. Le réalisateur a dit, quand il a offert le rôle, écoute, tu vas avoir comme 10 minutes. Finalement, je pense que ça a été un peu coupé au montage, mais à l'origine, c'était comme un 10 minutes, plan séquence de danse, tout ça. Ben, donc, ça se peut parce que je sais pas si je t'en brûle un, mais le film avait été présenté à Cannes l'an dernier. Puis le film durait 2h30. Là il était réduit à 2h15. Donc, c'est peut-être là-dedans qu'on a 8 minutes de danse. Ouais, c'est ça. Et puis, Coupe de Dos s'est inspiré un peu de son vécu pour, entre autres, le personnage de Martha incarné par Isabelle Adjani. Donc, dans son cercle familial, il y avait vraiment une actrice et tout ça qui était une amie de la famille, qui servait de muse à un metteur en scène. Qui étaient ensemble en couple et finalement, un peu comme dans le film, là, c'est pas un des grands punchs, finalement, il était homosexuel, donc il menait une double vie. Okay. Alors, c'est inspiré de ça. Et puis aussi, donc, d'une amie plus âgée qui avait accompagné lorsqu'elle essaie de retrouver sa mère, en tout cas ses origines. Elle avait été adoptée, donc c'est aussi une petite sous-intrigue qu'on retrouve dans le film Mascarade. Puis, je pense qu'il l'a dit aussi en entrevue, j'ai oublié de noter le titre, mais tu sais, c'est comme... C'est librement inspiré de d'autres films et d'autres histoires de ce genre qu'il a vu, mais il n'y a pas de crédit comme tel. C'est pas un remake ou quoi que ce soit. C'est juste, vous avez peut-être déjà vu des films un peu qui traitent de ce genre de manigance sexy-là. Là, mais, ça fait penser un peu à The Grifters au tournant des années 90 avec John Cusack qui était très bien. C'est le film qui avait révélé Annette Bening, mais qui était on était plus dans le polar, le plus noir, néo-noir, là, alors qu'ici on est plus dans le drame que vrai thriller. Là, il n'y a pas d'histoire de meurtre. Non, c'est ça. Là, fait que si... c'est plus l'histoire de divorce, c'est ça l'objectif. Si vous aimez les films de ce genre, Mascarade... c'est quand même chaud et sexy là, pour l'été qui tarde à arriver. Autre sortie, la rom-com, donc plus léger ici un peu dans l'amour. What's Love Got to Do With It et L'amour dans tout ça de Shekhar Kapoor, qui est un réalisateur cinéaste pakistanais. Qui a, entre autres, il fait pas souvent des films. Il a fait Elizabeth, puis Elizabeth de Golden Age 12 ans plus tard encore avec Kate Blanchett. C'est lui qui nous a révélé Kate Blanchett dans le premier Elizabeth. C'était son vraiment rôle marquant. Je savais pas s'il était déjà établi. Non. Ici, dans beaucoup plus léger, What's Love Got to Do With It, c'est un film britannique, en fait, et un peu comme on a vu avec Polite Society, mais dans un genre complètement différent, mais on suit des communautés indiennes, pakistanaises à Londres. Alors, Zoé, qui est jouée par Lily James, elle est documentariste, puis elle n'arrive pas à trouver l'amour, peut-être trop exigeante ou quoi que ce soit. Et ses voisins qui elle a grandi, eux, sont pakistanais, est assez amis avec Kaz, qui est son âge, et lui a décidé, là, c'est un médecin de à peu près 30 ans, de se fier à ses parents et d'avoir un mariage qu'on dit plus arrangé, mais qu'on dit plutôt assisté, pour rencontrer une autre Pakistanaise, puis fonder une famille sous prétexte que tu sais, l'amour, ça se développe, puis c'est plus une question d'avoir une union stable que vraiment une passion ou autre. Et elle, va s'inspirer, en fait, de son histoire pour en faire son nouveau documentaire sur le processus, puis comment tout ça va se dérouler. Puis elle va se demander à tout ça si elle ne devrait pas changer elle-même sa démarche de recherche d'amour, puis se fier plus à la raison qu'au coup de cœur et ces choses comme ça. Et je sais pas, va naître au travers de ça leur interaction. Peut-être, on sent que c'est des amis qui ne sont pas vus depuis quelques temps, mais ils commencent à se revoir plus. Puis ça va faire ressortir aussi des
des difficultés dans la famille, j'ai oublié leur nom de famille, là, mais la famille pakistanaise à tout ça. Et peut-être naître des sentiments entre les deux protagonistes. Peut-être, mais là, il va se marier, fait que ça vaut pas la peine. Et on ajoute à ça aussi Emma Thompson, qui joue la mère du personnage de Lily James, qui est aussi une voisine sympathique et colorée, qui veut que sa fille se matche donc bien, puis elle veut lui présenter justement un beau vétérinaire, puis des choses comme ça. Fait que c'est assez léger, là. C'est dans les bons sentiments, puis la romance, un petit peu la vibe Love Actually, puis ce genre de choses, là, sans être plein d'histoires interposées. Puis comme, ben, des fois, tu te demandes comment... Pas sûr que c'est une vraie documentariste, mais comme un peu avec Love Again la semaine passée, le critique de musique, tu sais, elle filme des shots, puis on voit le montage de son film et tout, mais c'est comme... Bon, on n'a rien vu de son passé, de ce qu'elle a fait. Et tout, elle prend toujours le son direct de la caméra, tu sais, puis je pense que ça prendra au moins un perchiste avec elle. Elle peut bien être un peu investie, puis filmer elle-même, puis poser les questions, il n'y a pas de problème, mais ça prendra un preneur de son, s'il vous plaît. Puis une fois de temps en temps aussi, le petit objet pour checker ta balance des blancs, puis ton niveau de couleur qui rentre et tout, là, c'est ça. Parce que sinon, ton film va être assez chaotique au bout de tout ça. Ben, moi, j'avoue que j'étais intrigué par la prémisse, parce que je dois avouer que ma conjointe est une grande consommation de ces télé-réalités de ce genre sur les plateformes de diffusion. Donc, sur des télé-réalités ou ouais, t'en as... sur des mariages arrangés? Jewish matchmaking, puis t'as de plusieurs ethnies. Ah, ben ok, je savais pas que ça existait. Ouais, c'est vraiment un phénomène, je pense, qui est en grandissant, parce que chaque année, on en rajoute de nouvelles émissions dans différents pays, puis tout ça, là, fait qu'elle a très bien gros là-dessus. Donc, fait que je dirais l'intrigue de base est quand même intéressante. Petit bémol, c'est que ça sent un peu le petit budget. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin. C'est peut-être un petit peu trop propre, là, un peu trop sage comme comédie. Ceci dit, moi, j'aime bien Lily James, donc je t'ai vendu d'avance. D'ailleurs, elle et sa co-vedette Shazad Latif sont de vrais amis dans la vraie vie. Donc, fait que je pense que ça se partageait à l'écran, ça se voyait, là, un peu cette chimie-là entre les deux. Parce que Lily James a fait plusieurs films, mais encore au Royaume-Uni et tout, elle n'a pas tant traversé aux États-Unis, je pense. Ben quand même beaucoup, ça, je regardais un petit peu, parce que, tu sais, c'est le genre de visage que, je la connais, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quand même joué Cendrillon de Kenneth Branagh en 2015 pour Disney dans le remake quand même. Okay. D'ailleurs, c'est très drôle, parce que dans une petite scène où elle compte une histoire avant le dos à des petites filles, puis c'est Cendrillon, donc petit clin d'œil à truc-là. Elle avait joué dans Pride and Prejudice and Zombies aussi, un film que moi j'avais bien aimé, tout ça. Donc, dans Mamma Mia 2, elle jouait la jeune Meryl Streep lorsqu'on était dans le passé. Donc, ça a quand même participé à des gros projets. Mais... Ça donne, c'est des films que j'ai pas vus. Je me souviens du film sur l'auteur des Hobbits, là. Tu vois, ça, j'ai pas vu. Donc, mais ça, c'était une production britannique. Puis plus récemment, on l'a vu sur la plateforme, le carnet Pamela Anderson et Tommy Lee. Donc, quand même. Dans le Pam and Tommy. Ouais, c'est ça. Vraiment c'est ça. Fait qu'il y a dans plein de projets que j'ai pas vus. Ouais. Donc, vraiment très bonne, quand même, comédienne. Peut-être qu'elle va être dans le prochain Rapide et Dangereux. Là, écoute, on sait jamais, ou un Marvel éventuellement. Mais, petit fun fact, la scénariste Jamina Khan avait écrit le rôle d'Emma Thompson pour la comédienne. Vraiment, c'est une comédienne qu'elle adore. Puis, elle avait comme toujours dit à la blague, je fantasmais qu'elle soit ma mère dans la vraie vie. Tout ça fait que. Voilà, qu'elle a écrit. Et c'est inspiré un peu de sa vraie vie. Donc, Jamina Khan, qui est une Britannique blanche, et elle s'est mariée dans les années 2000 avec une star du cricket, donc Imran Khan. Donc, là, ils sont divorcés. Aujourd'hui, ils sont séparés, mais ils ont été ensemble longtemps, eu des enfants et tout ça. Donc, inspiré un peu de cette vie-là. Ah ouais, OK. Merci. Bienvenue. Alors, et on finit avec Dark Nature de Berkeley Brady. Ouais. Suspense d'horreur, terreur sauvage au Québec. Film canadien, on doit le mentionner. Ben oui, puis ça se déroule dans l'Ouest canadien, justement. Dans les Rocheuses d'Alberta. Exactement, dans la forêt. Après avoir vécu une relation abusive, Joy, c'est quand même comique comme nom, a besoin de se ressaisir, fait que encore hanté par les souvenirs de son ex, plusieurs mois plus tard, son ami va l'encourager à se rendre dans une retraite spirituelle dans les Rocheuses où ils font une espèce de hike qui va aider à
passer à autre chose, puis se rendre compte qu'on est plus fort que ce qu'on pense, plus forte que ce que l'on pense. Sauf que là, au cours de cette aventure-là, ils sont comme 4-5 femmes peut-être. Ils vont commencer à trouver des articles qui auraient appartenu à d'autres, des objets à d'autres randonneurs sur le sentier, trouvant ça de plus en plus weird en entendant des sons étranges. Mais la leader est comme non, tout est cool. Mais finalement, en plus de ça, ils vont être assaillis par des visions puis des cauchemars et peut-être que une créature terrerait dans ces lieux sombres et leur voudrait du mal. Donc, on est un peu entre The Descent et Blair Witch Project. Là, on est comme une espèce de film hybride où on ne sait pas trop est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel dans la forêt. Est-ce qu'ils imaginent ça? Parce qu'en même temps, ils ont ces visions-là. Ils entendent des sons mais liés à leur traumatisme du passé. J'ai quand même trouvé... La thématique est assez intéressante. Est-ce que la nature est menaçante? Est-ce que ça vient de nous, de l'humain? Là, on transpose ça dans un contexte de forêt. Mais ça reste là un film quand même à très, très petit budget, plus un premier long métrage. Ça se ressent un peu de maladresse. Les scènes de suspense sont pas très terrifiantes. Bien que les maquillages, tout ça, il y a quand même des choses intéressantes. Là. C'est bien reconstruit. Visuellement, c'est très beau, impeccable. Ça se passe justement en Alberta, dans les forêts, tout ça. Donc, c'est un magnifique film. C'est en Alberta? Je pense que c'est en Colombie-Britannique. Non, ça a été tourné à Calgary, en banlieue de... Ça doit être quand même compliqué de tourner dans le bois, là. Oui, ça doit, j'imagine. Tu penses, tu fais un peu ce que tu veux, mais le décor, il faut que tu vives comme il est. Oui, puis tu as les raccords aussi, avec le temps. Donc, la lumière, la météo, tout. Là, donc, moi, je dirais un premier film intéressant, si vous aimez ce... Je dirais pas un film expérimental, c'est quand même très accessible, là, mais... c'est qu'on joue beaucoup sur le passé, puis de combattre ses démons un peu, justement, là, puis pas une histoire de possession, mais vraiment juste s'affranchir puis être plus fort que ce qu'on pense, tu sais. Fait que c'est un casting complètement féminin, dans le fond, là, puisque c'est une retraite féminine et tout, tu sais. Puis un peu comme tu dis, il y a un rythme qui est bon par moment, mais ça prend du temps avant qu'on tombe dans plus d'action. Mettons, s'il y avait un monstre, là, ça prend beaucoup de temps avant qu'on le verrait. Effectivement. Si je mets ça dans le conditionnel. Oui. Mais heureusement, le film ne dure pas trop longtemps, donc non plus, on n'est pas dans l'indulgence d'un film de 2h30. Donc, c'est 85 minutes, je pense. Donc, oui, c'est très court, et tant mieux. Mais honnêtement, je pense que c'est une cinéaste à surveiller. Je pense qu'elle a une voix. Donc, je serais très curieux de voir son prochain projet. Je pense que Dark Nature n'est pas complètement abouti, même s'il montre quand même des choses intéressantes. Oui, voilà, c'est ça. Disons ça comme ça. Écoute, c'est ce qui conclut le balado. Je pense qu'on a assez parlé de Rapide et Dangereux et des autres sorties. La semaine prochaine, tu parlais de ceux qui ont une voix. On parle de La Petite Sirène. Oui. Elle a une voix et elle veut des jambes. De Rob Marshall aussi, qui est quand même un bon créateur de films et de comédies musicales. Oui, donc connu pour ses adaptations de Chicago, Les Misérables, Into the Woods. Donc assez solide là, quand même. Et La Petite Sirène, j'ai vérifié, originalement, dure comme tout bon dîner, genre 85 minutes. Ouais. Et le nouveau dure 2h15. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a trouvé un 45-50 minutes pertinent à ajouter à cette histoire-là. Fait que je sais pas si ça va être beaucoup de backstory pour Polochon. J'ai hâte de découvrir ça. On va le voir frayer et tout. Fait qu'on vous en reparle la semaine prochaine. D'ici là, écrivez-nous au balado au singulier @monciné.ca et comme d'habitude, on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province, dont on avait déjà parlé, mais ton article avec Babu où vous parlez des voitures, des films de chars et qui mentionne entre autres que le décès de Paul Walker l'avait beaucoup marqué comme plusieurs fans de cette saga-là. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite du bon cinéma, du bon popcorn. Puis si jamais vous allez en forêt et que vous trouvez des objets ensanglantés, là, c'est peut-être le temps de revirer de bord et de continuer votre aventure.